Donc, ce matin, on a entendu Augustin Berg nous parler de Heidegger, d'enfouissement, d'obscurité, de toutes sortes de choses. Donc, on va passer là de Heidegger à Twin Peaks, à l'univers de la série télé, grâce à Paco Thielman. C'était un raccourci un peu. Grâce à Paco Thielman. Vous avez eu le mec sérieux, maintenant vous êtes rigolo. Alors, Paco Thielman, mais justement, j'allais commencer par parler de ton érudition absolument gargantuesque, puisque il y a aussi un livre. Bon, les derniers livres, c'est Sycomore, Sycamour, un livre qui parle d'amour, hein, mais oui, d'amour malade, comme ça, et qui s'appuie beaucoup sur l'œuvre de Shakespeare. Oui. Je pense qu'ils sont en bas, tous ces livres. Il y a un livre qui va paraître le 14 octobre avec Sarah Ashtuel qui s'appelle Le troisième côté du miroir, ouais, sur la série de Leftovers. Oui. Et un livre aussi que je recommande, c'est les 3 essais sur Twin Peaks au PUF, oui, qui j'espère est en bas aussi, sinon il est au PUF, pas très loin, n'est-ce pas, c'est pas loin les PUF, oui. Voilà. Enfin quoi, c'est la maison d'édition, je sais pas s'ils sont contents si vous rentrez. Bon. Ils vendent pas ? Il y a une librairie, mais elle n'est pas à côté. Ce qui est à côté, c'est la maison d'édition. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je pense que chez Chan, ils ont tous oui, ces livres. Voilà. Et Pacôme aussi a écrit, c'était qu'en 2016, La victoire des 100 rois, qui est un livre sur les gnostiques et sur un côté qu'on connaît pas très bien, très peu de ce qu'est la religion catholique et ce qu'est cette sorte d'underground un peu du catholicisme, on pourrait dire, et qui trouve un prolongement dans l'underground aujourd'hui. Donc voilà, pour dire que Pacôme, il s'intéresse un peu aux 2 extrêmes de, on pourrait dire, la culture noble, académique, mais aussi tout ce qui est underground et toutes ses ramifications. Donc l'an dernier, il était déjà venu nous parler de ramifications et de mystères, puisqu'on avait regardé un film de Fritz Lang, on avait regardé Shining, et on avait vu que la maison pouvait être un labyrinthe peuplé de passages, un lieu soit sacré, soit maudit. Le thème du chaudron, c'était le sacré. Un lieu d'initiation et de mystère. Donc là, on était à l'intérieur avec la maison. Bon, il fallait que tu reviennes pour nous dévoiler un peu, voilà, le outside et ce que peuvent être les passages. Alors les premiers mots, et après je te passe la parole et j'arrête, quand on a parlé de ce sujet, je me rappelle au téléphone, pour savoir ce que tu évoquais l'extérieur, tu avais parlé de David Bowie tout de suite et de outside, et de l'extérieur comme quelque chose de dangereux, qui peut être à la fois attrayant, peut-être repoussant, peut-être aussi menaçant, en tout cas qui éveille une forme de curiosité, quoi. Merci Vincent, merci beaucoup, merci à vous. En fait, l'année dernière, pour ceux qui étaient là, c'était lié à l'intérieur, donc c'était lié à la maison et à la façon dont une maison pouvait aussi avoir une sorte de parcours, un parcours labyrinthique, mais un parcours qui pouvait avoir lié à ce que j'avais repris, le terme que j'avais repris de René Guénon, qui était la contre-initiation, un parcours contre-initiatique, c'est-à-dire de la même façon qu'un parcours initiatique est supposé aboutir à la réalisation de l'individu, ou en tout cas l'accès de cet individu à un état d'être supérieur, ou à un regard supérieur. La contre-initiation, c'est ça, mais à l'envers, c'est-à-dire que c'est vraiment comment un parcours peut être inscrit et amener à la destruction des possessions de l'individu, et dans Shining, c'est particulièrement clair pour le personnage de Jack Torrance, et la maison, enfin l'hôtel de Shining, la façon dont il a été composé, et toutes les impossibilités concrètes qui sont dans l'hôtel tel qu'il est dans le film, c'est-à-dire que le film repose en grande partie, l'expérience du spectateur repose sur le fait qu'il voit, il traverse un espace, et cet espace, en fait, sans savoir, il ressent l'impossibilité de l'espace qu'il traverse. Ça, c'est un truc qu'on voit dans un certain nombre de films. C'est quelque chose d'assez passionnant. Dès qu'on commence à découper véritablement certains films, la géographie des maisons qu'on appelle les sortes de maisons hantées, ou les maisons du mal, les réalisateurs qui sont vraiment très fins et très à même de piger ce que c'est que la perception d'un spectateur, ils savent qu'un spectateur, il recompose toujours ce qui manque. Vous voyez un espace, par exemple, dans un film,
vous voyez jamais l'espace en entier, évidemment. C'est comme dans la vie. Mais vous savez, par exemple, vous replacez cet espace dans un contexte. C'est-à-dire qu'on ne vous montre pas l'architecture complète d'une maison. On vous montre des pièces et vous les placez. Dans votre tête, vous les placez. Et vous les placez instinctivement. Donc, quand on perturbe vraiment ce truc-là, c'est-à-dire quand on fait vraiment des choses qui vont à l'encontre de l'intuition, de façon, on est contre-intuitif, le spectateur ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, tiens, cette pièce-là, elle ne peut pas être là, mais il le ressent. Il le ressent parce que c'est comme un travail de fond que fait son cerveau. Il recompose les lieux, il recompose les places. Et alors, ça produit quelque chose, ça produit une espèce d'état d'angoisse ou d'inquiétude, qui est un état vraiment d'inquiétude supérieure que savent très bien utiliser certains réalisateurs, Kubrick ou Lynch étant vraiment des réalisateurs orfèvres, quoi, des réalisateurs très, 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 très fins. Et là, l'idée, c'était l'intérieur, et les films qui montrent très bien l'intérieur, l'extérieur. J'ai l'impression que c'était les séries qui montraient le mieux l'extérieur. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est une question d'espace. Il faut avoir vraiment le temps de traverser des longues géographies. Et deux séries vraiment spécifiques comme Twin Peaks ou comme Lost ont un usage très très particulier du dehors ou de l'espace extérieur. On peut dire que l'espace extérieur devrait vraiment un personnage très important. Dans Twin Peaks, c'est la forêt. Et la forêt est un des personnages principaux de la série. Et dans Lost, c'est l'île. Mais l'île, vraiment, comment dire, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont vu Twin Peaks, vu Lost oui, un peu, oui, bien. J'avais choisi 2 autres séries à montrer. Je ne sais pas ce que j'aurai le temps de montrer parce qu'on n'a que 45 minutes et à un moment, il va falloir me fermer mon clapet. Mais j'avais choisi aussi True Detective et puis Person of Interest. Et on va voir ce qu'on va pouvoir voir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour commencer, on voit quand même, on commence avec un extrait et ça permet après de commencer à développer et à comment dire, élaborer sur une base concrète. Et alors, le problème, c'est que les extraits ont été trouvés avec de la VF. Alors, donc, c'est un peu comique. Il n'y a pas la solennité, la sacralité qu'il y a quand on voit ces choses-là en VO avec les belles voix des grands acteurs. On a les voix des doubleurs habituels. Mais on va voir un petit extrait du premier Twin Peaks. Je dis le premier Twin Peaks dans le sens où Twin Peaks, c'est une série dont les 2 premières saisons ont été réalisées entre 89 et 91. Et la 3e saison en 2016, diffusée en 2017 et diffusée en 2017-2018. Donc, le premier Twin Peaks, 89-91, c'était, on pourrait dire, c'est le coup d'envoi des séries, des séries telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs dates de naissance des séries. Les séries ont une grande histoire. Hein. On peut dire que les premières grandes séries sont les années 60, et dans les années 60, il y a des séries absolument sublimes. Le plus sublime, peut-être étant Le Prisonnier, vraiment, c'est une espèce de sommet de la série. Et puis, il y a un moment où, pas que ça s'endort, mais où il y a moins d'activité créative forte dans les années 80, et il y a une baisse d'intensité. Et d'un coup, il y a ce phénomène absolument fabuleux qui est Twin Peaks. Et Twin Peaks qui crée quelque chose de totalement magnétique et électrique entre le spectateur et la série. C'est quand même au point, ça doit être une des premières séries où ce genre de choses-là arrive, où des grandes rockstars, par exemple, annulent les concerts si c'est un jour où la série passe à la télévision. Ça, c'est arrivé beaucoup pour Twin Peaks. C'est arrivé de nouveau pour Lost. Mais ça arrive pour quelques séries où il y a une espèce d'enjeu véritablement d'être là au moment où ça passe. C'était évidemment une époque où c'était pas facile de le récupérer le lendemain ou sur le lendemain. Tout le monde ne l'enregistrait pas et tout le monde n'avait pas de magnétoscope. Mais Twin Peaks avait ce truc-là. Il y avait le truc où on voulait être là pour le voir. Et ce qui se passe avec Twin Peaks, c'est que tout le long de la série, je veux dire tout le long, il y a une présence obsédante de la forêt. Mais simplement, on n'y rentre pas vraiment. On est aux frontières de la forêt. On y va un petit peu, mais la forêt ne prend pas complètement sa place. Et on arrive dans le dernier épisode du premier Twin Peaks. Je vous le spoil un tout petit peu. Hein. Je suis désolé, hein, c'était il y a 25 ans, donc bon. Mais vous pouvez quand même le regarder, ça ne vous enlève pas les plaisirs de l'intrigue. La forêt prend toute sa place. La forêt, en fait, tout le long, elle a un truc spécial, c'est qu'elle s'appelle Ghostwood.
bois fantôme, Ghostwood. Et donc, bien sûr, elle a quelque chose de magnétique quand on dit ils sont passés par Ghostwood, ou c'est à côté de Ghostwood, ou c'est sur la route de Ghostwood. Mais on rentre jamais vraiment dans Ghostwood en tant que lieu abritant des forces, en tant que lieu abritant une porte, en fait. Une porte, et une porte amenant dans un autre monde. Et c'est ça qu'on va voir là, c'est le moment où on révèle quelque chose de cette forêt. C'est un personnage de méchant, entre guillemets, Windom Earle, qui enlève l'amoureuse momentanée du héros. Le héros, c'est Dale Cooper, et là, il enlève Annie Blackburn, l'amoureuse de Dale, et il l'amène à cet endroit-là parce qu'il veut aussi piéger Dale là-dedans. Il passe par une sorte de porte, de gate. Dans Twin Peaks, dans cet épisode-là, on appelle ça un opening to a gateway, une ouverture vers un passage. Donc c'est un passage. Dans cette forêt, il y a un passage vers l'autre monde. C'est ça qu'on va regarder, et après on va en reparler, de cette question de la forêt comme un lieu où il y a des passages vers l'autre monde. Mais en fait, à la fin, c'est un rideau rouge qui apparaît comme en transparence au milieu des arbres, au milieu d'un cercle de 12 sycomores, et il passe à travers ce rideau, c'est-à-dire qu'il passe comme dans une sorte de porte du monde, comme ça. Et l'effet a l'air de rien, et pourrait avoir l'air de rien dans un film, mais dans une série où les lieux en fait finissent par habiter le spectateur, ça prend une toute autre force. C'est-à-dire qu'on finit par... le principe de la série et le principe de pourquoi est-ce que les extérieurs sont plus forts, à mon sens, dans une série où on devient plus des personnages, c'est parce que ça devient une géographie que le spectateur porte avec lui. De la même façon que dans un film, on recompose les pièces manquantes ou on recompose l'espace d'une habitation avec les plans dont on crée en fait de l'espace avec juste des images fixes et on imagine des distances, des tailles et des possibilités de mouvement. Sur une série, on a vraiment le temps de s'habituer à une géographie, même une géographie imaginaire. La ville de Twin Peaks, c'est imaginaire. Et ça va être encore plus développé dans une série comme Lost, où dans Lost, on est sur une île. Et cette île-là, évidemment, c'est une île inventée, inventée ou découverte pour la série. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un tout petit peu de la spécificité du rapport à l'extérieur dans Lost, et on va aussi regarder une toute petite séquence de Lost, également malheureusement en VF, et on pourra développer un peu là-dessus, un peu davantage. C'est-à-dire que dans Lost, en fait, le principe de l'île, c'est que, et puis dès le début de la série, les spectateurs se sont posé la question de la taille de l'île. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île ? Comme les personnages, c'est-à-dire qu'ils sont perdus sur une île déserte, mais cette île déserte, elle est remplie de plein de choses. Et elle est remplie dès le premier épisode, ils entendent un bruit bizarre qu'ils avons appelé le bruit du monstre, quoi. Et donc il y a une espèce de ce qu'ils appellent un monstre sur l'île, mais qu'on découvre au bout de une saison entière pour voir son visage, qui est en fait une fumée noire qui se déplace dans l'île, mais qui est une fumée qui a une vie propre. Je vous spoil quelques petites choses, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement, je vais essayer de ne pas vous en spoiler trop. On trouve une trappe à un endroit dans cette île, et en fait on se rend compte que cette trappe donne sur une sorte de station qu'ils appellent les stations Dharma, et en fait qui sont liées à une sorte de, comment on appelle ça, un groupe de recherche scientifique qui avait habité l'île 20 ans auparavant et qui avait construit des stations d'observation et des stations liées aux propriétés surnaturelles de l'île. Et donc ils trouvent progressivement les stations, ce qui permet de dessiner une sorte de carte. Et d'ailleurs, à plusieurs moments, la question même de composer une carte de cette île vient au personnage. Ils griffonnent, ils essayent d'arriver à piger la surface qui recouvre l'île déserte. Ça, sur un film, ce serait pas très fascinant, mais sur une série, c'est totalement fascinant parce qu'un spectateur, en fait, entre les épisodes, ce truc-là reste en lui en veille et il continue à habiter cet espace d'une certaine façon d'épisode en épisode. C'est-à-dire qu'il va reconnaître les lieux lointainement, où il va les replacer, mais tout ça va devenir comme une géographie intime. Et il y aura une sorte d'enjeu supérieur pour le spectateur à arriver à comprendre l'espace qu'il traverse lorsqu'il va le traverser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La série Lost, ça va être 6 années. Pendant ces 6 années, en fait, un des plaisirs
principaux de la série va être de découvrir des nouvelles choses sur cette île. Pas seulement des personnes, pas seulement des choses construites par l'homme, ou aussi des choses construites par l'homme, mais pas seulement des stations d'Arma, mais des choses beaucoup plus anciennes. Et on va par moments trouver des sortes de résidus de l'époque égyptienne. Donc ça va être pour le spectateur un petit truc. Quoi, il y a des gens qui sont venus sur l'île à l'époque de l'ancienne Égypte. Mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce que tout ça raconte dans le récit? C'est-à-dire que le récit prend l'île très au sérieux. Et au bout d'un moment, même le spectateur finit par comprendre que l'île est beaucoup plus que simplement une île mystérieuse où on trouve des choses, mais qu'elle a une importance symbolique supérieure. Et autant dans Twin Peaks, cette porte du monde au milieu de la forêt, qui est très inquiétante et qui est figurée par des rideaux rouges, rejoue d'une façon encore plus extrême et encore plus déployée toute la question des fictions de contre-initiation dont j'avais parlé l'année dernière, mais qui sont en fait vraiment déployées dans le cinéma fantastique beaucoup. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu fondamentalement un lieu d'angoisse, c'est un lieu où il ne va pas se passer des bonnes choses, quoi, qu'ils vont trouver. Autant Lost, on se rend compte que même rien que par la symbolique de l'île, en fait, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la fiction initiatique. Et c'est là où la série, en fait, explore son plus haut potentiel, qui est le potentiel initiatique. Le symbole de l'île, en fait, a traversé énormément de traditions humaines comme symbole, on va dire, du centre du monde, du centre spirituel du monde. Comme si le monde était composé de zones qui sont des zones spirituelles, qui sont toutes reliées à une zone particulière qui, elle, est normalement inaccessible aux hommes ou presque inaccessible aux hommes, et qui contient en fait le dépôt de la connaissance spirituelle qui a été donnée par la divinité ou les divinités, et qui fonctionne pour un cycle de vie historique, c'est-à-dire, mettons, entre une Genèse et une Apocalypse, sachant que avant le coup de force donné par le christianisme de donner un début de monde et une fin de monde, beaucoup de traditions ont pensé que le monde se détruisait et se reconstruisait de façon cyclique. Et donc, du coup, les clés pour comprendre la partie du monde qui est traversée par les humains aurait été conservée sur une île inaccessible à la majorité des hommes. Pourquoi? Pour qu'elle ne soit pas évidemment révélée. Et ça, vous pouvez trouver ça dans énormément de traditions. Et une des expressions les plus belles que vous pouvez trouver, c'est dans le soufisme. Et là, chez un auteur iranien inspiré aussi par grande mythologie perse, qui est Faridun Attar. Si vous lisez le livre qui s'appelle Le langage des oiseaux de Faridun Attar, qui est un livre du XIIe siècle, vous avez quelque chose qui est assez sensiblement semblable au récit de Lost, à savoir que c'est un groupe d'oiseaux qui partent à la recherche en fait de la personne qui détient les clés du fonctionnement de ce monde, parce que le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. On est au XIIe siècle, hein, donc c'est toujours été le monde est dans le chaos, et les hommes ont cherché à comprendre comment ils arrivent à s'en sortir. Et là, ils vont chercher ce qu'ils appellent l'oiseau Simorgue, et l'oiseau Simorgue est supposé être l'oiseau, on va dire, représentant de la divinité sur Terre, comme une espèce de grand prêtre, quoi, ou de grand chambellan. Et ils vont le chercher sur une île. Et en fait, sur ce voyage-là, la plupart des oiseaux meurent. Ils meurent pendant le voyage. C'est toujours un peu comme ça, les récits initiatiques, hein. Il y a beaucoup de gens qui partent, toujours le côté beaucoup d'appelés, peu d'élus, etc. C'est classique. Et ils disparaissent sur la route. Il y en a très peu qui arrivent sur l'île. Et sur l'île, il y a des vallées successives à traverser. Ils sont au nombre de 9 vallées successives. Quand ils arrivent à la dernière vallée, il ne reste plus que 30 oiseaux. Ils étaient partis genre 500 ou 600. Il ne reste plus que 30. Et ils gravissent une très grande montagne. C'est des oiseaux, bon, c'est comique, comme ils peuvent voler, mais on sait bien que ce n'est pas des oiseaux quand on le lit. Hein. On a compris que l'oiseau, c'était symbolique. Et donc, ils gravissent cette très, très haute montagne. Et tout en haut de la montagne, ils sont accueillis par une espèce de majordome, quoi, qui leur dit « Le Simorgue va vous recevoir ». Et ils passent 500 voiles. Et en fait, passés les 500 voiles, ils sont face à eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes le Simorgue, et le Simorgue est eux. C'est-à-dire que le prêtre principal d'une époque, c'est ça que raconte ce récit extraordinaire, récit initiatique extraordinaire, que je vous résume là en quelques mots, mais qui a un récit évidemment de 300-400 pages, sublime, poème épique, c'est que, on va dire, le représentant de la divinité d'une époque
et la personne qui a cherché cette représentant de la divinité d'une époque. Ils font un. Voilà. Si vous avez cherché toute votre vie le représentant de la divinité d'une époque, vous êtes cette personne. Lost raconte quasiment la même histoire. Elle le raconte avec d'autres mots, d'autres personnages, d'autres formes, mais si vous avez vu Lost, vous vous rendez compte que c'est la même chose fondamentalement, même si c'est raconté sous la forme d'un récit de SF. Alors, enfin de SF ou d'aventure, bref, d'aventure mystérieuse. On va regarder une séquence qui est de la 6e saison, mais ça ne vous spoile pas beaucoup le récit. Simplement, on a vu des tonnes et des tonnes et des tonnes de lieux spéciaux dans Lost, qui appartiennent le plus souvent au registre de la science-fiction ou du fantastique, mais qui sont toujours, comme la science-fiction et le fantastique, ambigus sur ce qu'ils veulent dire, ambigus sur ce qu'ils sont. On est dans la 6e saison, et là, celui qui a été à un moment le gardien des règles du monde présent sur l'île et qui a été appelé Jacob, a donné comme message à l'un des personnages Hurley d'amener Jack, un des autres personnages de Lost, à un lieu spécifique. Et ils vont chercher le phare de l'île. Mais ils n'ont jamais vu de phare sur cette île, alors qu'ils ont traversé cette île pendant 6 saisons, en long et en large. Mais il a une adresse, il sait où aller, ils doivent aller à un bout de l'île où il y aura ce fameux phare. Et on va voir 2 toutes petites séquences liées à ce fameux phare, pour que vous voyez à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment, l'effet est coupé du fait que vous n'avez pas regardé Lost pendant 6 ans. Mais si vous regardez Lost pendant 6 ans et que vous avez vu la géographie aussi de cette île en long et en large, etc., le moment où dans une 6e saison, soudain apparaît le phare est une émotion considérable. Donc je vous montre, et vous devez juste imaginer l'émotion. C'est bien. Bon, c'est assez hallucinatoire. Et en fait, ça renvoie une... comment dire volontairement ou involontairement, parce que de toute façon, j'ai strictement aucune idée de savoir si les scénaristes de telle ou telle série savent à quel point leur récit renvoie à des récits très anciens ou reprennent... Il est tout à fait possible que ce soit simplement les jeux étranges de l'inspiration qui fait qu'on retrouve de vieux récits et qu'avec, on va dire, un certain nombre de coordonnées, tout revienne quasiment à l'identique. Mais là, ce à quoi ça renvoie, ou ce à quoi en tout cas, ce à quoi ça a fait écho pour moi quand j'ai vu tout ça, c'est à ce que tout ce que René Guénon, un penseur dont j'avais parlé la dernière fois pour la contre-initiation, qui est un penseur dont je vous recommande en tout cas les ouvrages, appelé la question du roi du monde. La question du roi du monde étant assez centrale dans toute la pensée traditionnelle et la littérature initiatique. Et par roi du monde, on doit entendre l'idée d'un législateur primordial, c'est-à-dire d'un être humain, je vous disais un grand chambellan ou une sorte de grand prêtre, en tout cas, serait plus une sorte de... pas de juge, parce qu'il ne s'agit pas non plus de peser les âmes, mais quelqu'un qui est en charge des règles du jeu, d'une période donnée, d'un grand cycle. C'est ça qu'on appelle le roi du monde. C'est un des noms qu'on lui donne. Le nom que les anciens Indiens d'Inde, les Indiens d'Inde, les hindous, lui donnent, c'est le Manu. Et vous pouvez trouver dans le commerce un livre qui s'appelle Les lois de Manu. Les lois de Manu, c'est un très ancien ouvrage de pensée indienne qui contient en fait une suite de règles qui sont des règles de vie et qui fonctionnent pour un cycle donné, ce que les Indiens appellent un Manvantara, c'est-à-dire le grand cycle, un cycle, mettons, 5000 ans ou 6000 ans. Et le Manu, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le roi du monde. C'est-à-dire le Manu, c'est un être humain, c'est pas du tout un dieu, c'est un être humain, mais un être humain qui va vivre le long de ce cycle, tout le long de ce cycle. Un être humain qui va être donc affligé ou victime d'une durée de vie beaucoup plus longue que l'être humain normal, donc c'est plusieurs milliers d'années, parce qu'il a été choisi pour... ou beaucoup moins si le cycle va être beaucoup plus court. Mettons si c'est un cycle cosmique qui va durer 60 ans, ce qui n'est pas une impossibilité de principe, il vivra 60 ans, quoi. Mais ça veut dire qu'il y aura une genèse, une destruction du monde sur ces 60 ans. Il sera là le temps de durée d'un cycle et les règles qui vont suivre ce cycle. Et il est, on va dire, le gardien, le dépositaire de ces règles. Donc du coup, il a accès quasiment par visée intuitive à la totalité des possibilités de ce monde dans ce cycle donné. Dans Lost,
on retrouve quelque chose de comparable avec non seulement cette île, qui contient les règles de fonctionnement du monde ou les règles de la vie spirituelle, mais aussi cette idée de ce personnage qui est Jacob. Jacob fonctionne comme un Manu, comme un roi du monde. Et donc, du coup, il a accès là, mais parce que tout ça est à prendre dans un sens symbolique, à l'ensemble des personnages qui ont traversé la série, même ceux qu'on verra jamais. C'est-à-dire qu'en gros, il faut imaginer qu'il y a 108 personnes qui sont venues sur cette île entre le début du règne de Jacob et la série elle-même. Et ces 108 personnes qui sont venues sont presque toutes mortes. C'est pour ça que leurs noms sont barrés. Mais en fait, à chacune des coordonnées de son phare, il y a là d'où viendra la personne qui est inscrite. Comme s'ils venaient tous d'une partie différente du monde, qu'à un moment, ils croiseraient cette île. Et ils sont tous candidats, en fait, à devenir le prochain Manu ou le prochain Jacob. Donc là, c'est ça, il n'en reste plus beaucoup, il ne reste plus beaucoup de personnages. Et je vous spoil beaucoup là, mais bon, c'est pas grave. C'est probablement qu'un des personnages de la série devra reprendre le rôle de Jacob. Donc et ça renvoie à vraiment une pensée très ancienne. C'est vraiment quelque chose qui renvoie à des récits, comme je vous dis, on peut retrouver ça dans Attar, mais on va retrouver ça dans des tonnes et des tonnes de traditions. Ce type de récit, de toute façon, on le voit, il est inscrit même dans nos mémoires humaines. Mais on va dire que sur des récits à courte durée, c'est beaucoup moins fort. Si vous racontez ça sur une nouvelle, on voit bien l'idée, elle nous intéresse, mais elle n'a pas le temps de prendre toute sa force. Et donc, du coup, de la même façon qu'une série est beaucoup plus apte à développer un attachement à une géographie, elle est aussi plus apte à créer un attachement à une légende. Un autre élément, et c'est là où je pense qu'il y a une continuité dans les séries par rapport à leur représentation de l'espace. L'espace devient un lieu aussi où l'homme peut être sensible à des zones spécifiques du monde et sensible, comme il peut être sensible, le personnage de Dale Cooper dans Twin Peaks, qu'on n'a pas vu là, mais qui est le personnage central de Twin Peaks, c'est un personnage intuitif qui sent où les choses vont se passer dans les lieux, où est-ce qu'il faut aller, et donc développe l'idée que le spectateur, avec le personnage principal d'une série, va développer une sorte de sixième sens, où que la série est un grand vecteur d'autorisation à une visée intuitive ou à une lecture intuitive du monde. Un personnage qui va reprendre ça de façon très forte et très nette, dans une série dont la première saison, en tout cas, a été une forme de chef-d'œuvre, une forme de choc, c'est le personnage de Rust Cole dans True Detective. Donc, si on a encore un peu de temps, oui. J'aimerais vous montrer une séquence, cette fois-ci, Lucky You en VO, mais malheureusement en VO non sous-titré. C'est pas très grave. Je vous résume un petit peu. On est dans True Detective. True Detective est une série qu'on appelle les séries anthologies, c'est-à-dire que chaque saison raconte une histoire différente. Malheureusement, pour la plupart des spectateurs qui ont adoré les personnages de la première saison et qui auraient bien aimé les voir continuer à se développer dans beaucoup d'autres aventures. Et ces deux personnages qui sont un tandem de flics qui est assez archétypal entre le flic un peu plus rationnel et le flic intuitif. Le flic intuitif, extrêmement étrange, extrêmement sombre, extrêmement asocial. Un personnage magnifique joué par Matthew McConaughey, je prononce souvent mal son nom. C'est pas comme ça, hein, comment on le prononce? McConaughey. Un personnage qui s'appelle Rust Cole. Et là, on va voir une scène où Rust Cole a décidé de suivre un espèce de petit papier qu'ils ont reçu parce qu'ils cherchent en fait une église. Et il y a un petit papier qui indique vaguement une église. Et donc, ils sont un peu perdus, ils cherchent cette église. Et c'est la façon dont, en gros, il se dirige avec son partenaire qui est intéressante et qui joue avec cette question, en fait, de personnage qui finit par avoir un rapport intuitif avec son extérieur, avec l'extérieur, avec les endroits qu'il visite. Il sent les zones, il sent où les choses se passent. Et là, c'est en tout cas figuré aussi par le vol des oiseaux. Les oiseaux étant, depuis très longtemps, par des augures grecs, aussi
une mancie privilégiée. Hein. C'est quand on veut lire l'avenir ou quand on veut une réponse à une question, on peut jeter des pierres, on peut regarder les chiffres et tomber sur un chiffre, mais on peut aussi simplement regarder le vol des oiseaux, il nous indique quelque chose. Voilà. Alors un point important qui vaut aussi pour le raccordement à l'intrigue, c'est que là, donc, ce qui montre, c'est un dessin où on voit une femme avec des cornes de cerf. Et en fait, le début de l'intrigue, c'est la découverte d'un cadavre de femme nue à laquelle on a accroché des cornes de cerf. Donc du coup, le fait de retrouver un dessin représentant ça au milieu de cette église désaffectée et tout ça, est découverte d'un signe très important dans leur enquête. Donc la manière de l'aborder, la manière très intuitive dans laquelle ils finissent par le trouver, et le passage d'abord, la spirale dessinée par les oiseaux dans le ciel, le fait qu'ils disent aussi que par moments ils pensaient qu'il était complètement paumé, etc. Mais parfois ils pensaient qu'il touchait les secrètes lois de l'univers. Ça, c'est, à mon avis, un moment capital par rapport à ce qui est visé en fait, et ce qui, on peut dire, est visé dans pas simplement 3 ou 4 séries qui seraient des chefs-d'œuvre, mais aussi beaucoup de séries en fait. Même des séries de... Moi, j'ai un amour particulier pour Buffy contre les vampires et toutes les séries de Joss Whedon, mais bien sûr, dans Buffy contre les vampires, toutes les séries de Joss Whedon, il y a le développement des personnages qui sont des développements où on développe leur intuition, on développe leur capacité, leur sensibilité aussi, et leur capacité guerrière, tout d'un bloc, quoi. Les séries, c'est des formations de personnalité aussi. Mais là, on est dans des univers aussi où la question est la question du rapport à l'espace, et la question du rapport à la capacité de s'orienter. Dans Lost, c'est d'autant plus central qu'il y a même un épisode qui s'appelle Orientation, que la thématique de la boussole est omniprésente dans Lost, thématique de la boussole qui est une thématique aussi capitale dans tout récit initiatique, puisque la question est de toute façon d'arriver à retrouver le chemin, qui est le chemin qui nous permettra d'atteindre un autre état d'être, ou un autre état l'accès, c'est toujours la même réalité, simplement c'est plus le même regard. Donc l'accès à un autre regard sur une même réalité. L'accès à un autre regard qui va être rempli de capacités intuitives supérieures. Et ça, c'est quelque chose en tout cas qui est traversé par très grand nombre de séries, depuis Twin Peaks jusqu'à nos jours. Je me demandais si on avait le temps, ou pas, d'aller encore sur un extrait. Oui ou non? Oui. Ok, c'est cool. Donc, en fait, je vais un peu vous l'amener, même si en fait il va faire la boucle et il va conclure. C'est un extrait du dernier Twin Peaks. Donc c'est Twin Peaks, donc c'était arrêté pendant 25 ans, a refait une saison il y a 2 ans, saison 3, et c'est comme si de nouveau, en tout cas, la question de la présence de la forêt et de la forêt comme lieu où on peut trouver des portes vers d'autres mondes va être de nouveau présentée. Et de la même façon que dans la première, on tournait beaucoup autour, on n'y rentrait pas vraiment avant très longtemps, dans la saison 3, c'est pareil. Pendant beaucoup d'épisodes, on voit très peu la forêt, ou alors un plan ou 2, et pas des choses vraiment très notables. Et soudain, 2 ou 3 épisodes, ou 4 épisodes, c'est le 15e épisode ? Je sais plus, le 14e. Ah, bah bravo, c'est le 14. Donc, dans le 14e épisode, donc sur 18, il y a une grande visite dans la forêt. C'est une scène absolument sublime. On va voir qu'un petit bout, parce qu'elle est très longue. Dans la saison 3, les scènes sont très très longues et très lentes. Mais on va voir un peu comment de nouveau va être redessinée la forêt comme un lieu où en fait on peut avoir accès à d'autres lieux ou d'autres états. Et on va dire, l'enjeu reste le même si il est poussé encore un petit peu en termes de représentation et de charge émotionnelle. Donc, quelques instants encore avec Twin Peaks. Donc, en fait, là, de nouveau, on a cette même question-là, en fait. Et de la même façon que l'année dernière, je crois que pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ne sont pas là, c'est pas grave, je le redis, c'est très intéressant de dessiner des plans intérieurs de maisons quand on voit des films avec ces problèmes justement d'espace et ces espaces impossibles. Et
Bon, moi, j'ai pris vraiment l'habitude, souvent, quand je travaillais sur des films, de faire des plans, d'essayer de reconstruire l'espace, faire des plans de l'espace. De la même façon, quand on voit Twin Peaks ou quand on voit Lost, la question de la carte est très intéressante. Et de dessiner des cartes, c'est pas du tout nul et c'est pas du tout zéro. Dans Lost, les cartes, comme je vous dis, est quelque chose qui revient même dans la série elle-même, et l'obsession des spectateurs d'essayer d'arriver à comprendre comment ça fonctionne géographiquement, parce que géographiquement, ça a une symbolique ou une signifiance également, de la même façon dans Twin Peaks. Alors que même, on a vu deux premières saisons 25 ans avant, quand on revient de cette troisième saison, qui a une géographie encore plus explosée parce qu'on va dans beaucoup d'autres endroits que dans Twin Peaks, Twin Peaks même revient à la question de la carte dans Twin Peaks et l'endroit où sont les différentes portes ou les différentes zones du monde. Il y a une scène en particulier où là, le flic d'origine amérindienne, Hawk, montre une sorte de, dit-il, une vieille carte de la ville au shérif, sur lequel sont présentées, on va dire, des espèces de représentations symboliques des forces qui sont actives sur les deux montagnes de Twin Peaks. Et même simplement le fait que, alors que c'est la même ville que 25 ans plus tôt dans la série, 25 ans plus tôt, on ne nommait jamais les deux montagnes de Twin Peaks. Tandis que dans le Twin Peaks d'il y a 2 ans, en permanence, les mots qui sont donnés sont les mots des deux collines, quoi, Blue Pine et White Tail, qui est quelque chose qu'on n'entendait pas du tout. Et donc ça fait très bizarre de dire toujours ça c'est sur Blue Pine, sur White Tail. Du coup, la géographie devient encore plus prégnante et encore plus intense, et on comprend que même la symbolique des deux montagnes devient importante. De toute façon, dans Twin Peaks se joue autour du double. Donc le fait qu'il y ait deux collines et que ces deux collines, chacune contiennent des zones, c'est un truc capital. Évidemment, ce qu'on appelle la Black Lodge, ou en tout cas la porte vers l'autre monde qu'on voyait dans l'autre série et que vous avez montré avec les rideaux rouges, est sur une colline, et cette espèce de zone également est sur une autre colline. Et donc chaque colline a une porte vers quelque part. Voilà.